Computer. Bonjour tout le monde, bonjour Sébastien. Bonjour, Pierre. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce lien qui existe potentiellement, mais tu vas nous en parler davantage Sébastien, entre santé mentale et nutrition. Donc est-ce qu'on peut commencer avec toi qui nous parle un petit peu de ton parcours professionnel? Bien sûr. Donc, je m'appelle Sébastien Jean. Euh, à la base, je suis masseur kinésithérapeute, donc depuis maintenant plus de 20 ans. Et suite à différentes formations que j'ai suivies, euh, à la fois universitaires, je pratique depuis 15 ans ce qu'on appelle la nutrithérapie. C'est-à-dire que j'accompagne les patients à l'aide euh, un accompagnement individuel et holistique par la nutrition et la supplémentation en fonction de leurs demandes, en fonction de leur clinique et par ma formation en fonction aussi de leur biologie. D'accord, alors je me mets à la place de quelqu'un qui n'y connaît rien du tout. Qu'est-ce que tu appelles la clinique? La clinique, c'est des gens qui viennent me voir, par exemple, ils me disent, ouais, Monsieur Jean, ça fait 10 ans que j'ai mal au ventre, que en plus, j'arrive pas à dormir, que je me sens pas bien, j'ai du mal à motiver pour mes projets professionnels ou compagnie. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc moi, je leur donne des questionnaires cliniques et en fonction de tous leurs signes cliniques, j'essaie de mettre tous ces signes bout à bout, comme un peu une enquête policière où on aurait des indices et grâce à ces indices, eh ben, je vais les orienter vers tel ou tel dysfonctionnement et essayer d'entrer par la meilleure porte possible pour que la prise en charge soit le plus efficace. Oui, alors tu en reparleras peut-être plus tard, mais de ce que j'ai compris, c'est un travail excessivement individualisé que tu mets en place et que tu proposes. C'est que individuel, c'est-à-dire moi je pars de l'individu, de ses attentes, de sa clinique, de sa biologie, de son environnement, et je tire pas un tiroir. Quelqu'un qui va arriver à me disant j'ai mal au ventre ou je suis constipé, je vais pas lui donner tout de suite quelque chose. Pour moi, je vais chercher à comprendre pourquoi il a mal au ventre, pourquoi il est constipé, pourquoi il a ce problème-là, d'où ça vient, et essayer de voir par quelle porte on peut rentrer. D'accord, ok. Alors, ce Et lien, oui, pardon. non, juste, je voulais rajouter que donc, par rapport à mes formations, depuis 10 ans à peu près, je me suis spécialisé dans la prise en charge du microbiote intestinal parce que c'est une découverte qui a révolutionné, je veux dire, la médecine en général. Hein. Sur PubMed, il y a maintenant des centaines et des centaines d'articles par jour qui sortent sur le lien entre microbiote intestinal et santé en général. Et donc, moi, j'ai la chance depuis 10 ans de pratiquer, d'être formé et de continuer à me former dessus parce qu'on en apprend tous les jours et c'est quelque chose qui me passionne. D'accord, on va passer un petit peu plus de temps sur justement qu'est-ce que c'est que ce microbiote et toutes ces connaissances qui évoluent et comme tu dis qui changent, enfin on en apprend un petit peu tous les jours. Quelle est l'application pour nous d'en connaître davantage sur justement cette gestion? Alors on va Tout à fait. recentrer un petit peu sur ce lien. Qu'est-ce que tu dirais du lien entre santé mentale et nutrition? Donc quand j'entends santé mentale, c'est vraiment par exemple, des gens qui vivent avec une anxiété un peu chronique, qui vivent avec une tristesse chronique. Comment est-ce qu'on peut prendre en compte le lien qu'il peut y avoir potentiellement, systématiquement ou non, tu vas nous le Mhm. dire, avec ce que l'on ingère? Quoi faire de Bien ça? sûr. Euh, pour moi, le lien entre santé mentale et nutrition, en fait, il est double. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct. C'est-à-dire que l'alimentation va apporter des éléments essentiels, c'est-à-dire que votre corps n'est pas capable de fabriquer et qui vont être essentiels au bon fonctionnement du cerveau. Par exemple, je parle, les protéines vont apporter des acides aminés qui vont être les précurseurs des neurotransmetteurs. C'est-à-dire que c'est ces éléments chimiques qui font que votre cerveau fonctionne correctement. Je prends par exemple le cas de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, du bien-être, de la prise de recul. Pour fabriquer de la sérotonine, il nous faut un acide aminé essentiel qui s'appelle le tryptophane, et donc qui doit être absolument apporté par l'alimentation. Si notre alimentation n'apporte pas ce tryptophane, notre corps ne peut pas créer la sérotonine, qui
ensuite, cette sérotonine sera fabriquée en mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc, c'est pour ça qu'on peut retrouver des troubles du sommeil chez des gens qui sont un petit peu pas bien dans leur peau et compagnie. On a aussi le lien avec les acides gras essentiels. Donc, au niveau des lipides, par exemple, on sait qu'il y a des lipides qui sont essentiels, donc on ne peut pas fabriquer, et qui vont être essentiels à la structure même du cerveau, aux synapses. C'est-à-dire qu'une une synapse, pour qu'elle puisse fonctionner, donc une synapse, c'est l'élément qui va transformer un neurotransmetteur en signal électrique. Et pour que cette synapse fonctionne bien, il faut qu'elle soit souple, comme les sportifs, il faut qu'ils soient souples. Et pour qu'elle soit souple, il lui faut des acides gras essentiels qui sont, vous avez entendu parler, le DHA, le PA, les fameux DHA et EPA. Eux, ils sont tirés des acides gras essentiels qui sont l'acide linolénique et l'acide alpha-linoléique. Donc, si on n'apporte pas ces éléments-là par l'alimentation, on ne pourra pas les avoir au niveau cérébral. Il y a aussi les glucides. Forcément, les glucides, c'est l'énergie du cerveau. Le cerveau, pour fonctionner, il fonctionne beaucoup et il a besoin d'énergie, donc faut lui apporter, faut apporter les glucides. Et Mhm. puis enfin, on a tout ce qui est vitamines et minéraux qui sont plus considérés comme ce qu'on appelle des cofacteurs, ou certains sont plus des précurseurs, mais des cofacteurs, c'est-à-dire que sans eux, les transformations chimiques ne peuvent pas se faire, ou elles se font très au ralenti. Donc on a un fonctionnement qui est moins optimal, on va dire. Donc tout ça, c'est apporté par l'alimentation. Donc ce lien vraiment direct de l'alimentation. Après, pour moi, il y a un lien indirect entre la santé mentale et la nutrition. Et donc là, ça passe par ce fameux microbiote intestinal, euh, qui est appelé aussi, avant on appelait ça le deuxième cerveau. Mhm. Certains scientifiques l'appellent même le premier cerveau. Ça, c'est un débat, mais on peut y revenir. Pourquoi? Parce que déjà, la façon de se nourrir va influencer sur l'état de santé de notre microbiote intestinal. C'est-à-dire que si on se nourrit mal, notre microbiote intestinal sera malade. Ça, c'est clair et net. Les études le montrent, ça, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce microbiote intestinal? Il va transformer certains aliments qu'on ingère en espèces de médicaments qui vont être bons pour notre santé en général et notamment pour notre santé cérébrale. On sait qu'il y a des liens entre certaines bactéries intestinales et des pathologies au niveau cérébral. Ok, j'aurais deux petites questions là, ou deux grandes, je ne sais pas. Mhm. La première, ça serait quand tu continuais avant que tu parles du microbiote, si par exemple une personne vient me voir moi en tant que thérapeute et donc souffre de façon, souffre soit de problèmes de sommeil, d'inquiétude, d'anxiété ou de dépression, et tu me diras s'il y a d'autres d'ailleurs symptômes qui te viennent à la Mhm. tête auxquels je ne pense pas Bien sûr. et qui, moi, de mon côté, je ne vois pas de contexte, soit historique de sa vie, soit dans sa vie actuelle, d'éléments qui vraiment peut m'expliquer, soit vie professionnelle, soit vie personnelle, qui peut m'expliquer pourquoi cette personne est dans cet état-là et cette personne ne le sait pas non plus. Est-ce que ça serait une bonne orientation vers une personne comme toi qui a cette formation pour justement vérifier comment fonctionne son microbiote Mhm. ou comment se passe sa nutrition? Bien sûr. Et- Alors, dans ce cas précis-là, parce que effectivement, moi, je travaille aussi beaucoup pour savoir s'il y a un élément déclencheur à un problème on va dire, de santé mentale, de dépression, quoi. Mais si on voit, s'il y a pas si on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, première chose à faire, c'est est-ce que l'assiette apporte tout ce qu'il faut pour que notre cerveau fonctionne correctement? Ça, c'est la première chose à regarder. Le problème est que entre l'assiette et les cellules cérébrales, il y a un long voyage et le semé d'embûches ouais. qui est un problème d'assimilation, un problème de digestion, un problème de transport, un problème de passage de la barrière hémato-encéphalique et enfin un problème d'environnement cérébral aussi. C'est-à-dire que si on a un environnement cérébral qui est plutôt inflammatoire, Mhm. les réactions chimiques au niveau cérébral ne pourront pas se faire. Et donc là, ça va être important de déterminer dans quel cas se trouve la personne, en sachant qu'elle peut se trouver dans plusieurs cas. Elle peut à la fois ne pas apporter au niveau alimentaire, mais aussi avoir ce qu'on appelle une inflammation systémique, c'est-à-dire une inflammation un peu globale au niveau du corps, qui se
remarquera pas forcément par des grosses, c'est pas des grosses inflammations avec des articulations qui sont rouges et chaudes d'eau. C'est juste qu'elle a une inflammation qui se balade, qui traverse sa barrière hémato-encéphalique et qui vient inhiber toutes les réactions chimiques qui peuvent se passer au niveau cérébral. Et donc entraîner ces problèmes d'anxiété, de dépression. Alors, euh, c'est large, hein, quand on parle de dépression, le tableau est très large. Donc, les causes sont aussi très nombreuses. Mais c'est là, nous, notre rôle en tant que thérapeute, c'est d'arriver à trouver ces causes-là et d'essayer de remonter, comme je disais tout à l'heure, les indices et de trouver Mhm. le coupable, on va dire. Oui, oui. J'aime bien ton parallèle avec l'enquête policière. Moi, je dis toujours, je fais Sherlock Holmes. Je sors ma loupe et puis on essaye de voir justement ce qu'il y a Ah, et mais c'est exactement rassembler ça. les faisceaux. Tu parles d'inflammation pas mal. Les symptômes, peut-être pour que les personnes puissent se dire, ah bah tiens, il est temps que peut-être que j'aille voir quelqu'un qui s'y connaît au niveau de la nutrition et du microbiote. Les symptômes, ce serait quoi, par exemple, quand on a une inflammation? Est-ce qu'elle Alors, est toujours... Oui, alors, pardon. ouais, pardon. Il y a deux types d'inflammation. Il y a l'inflammation aiguë, donc ça, nous, c'est pas, on va pas parler de ça parce que c'est pas. Et il y a l'inflammation, ce qu'on appelle le bas grade, c'est-à-dire, comme je disais, une inflammation qui est là, qui est présente dans le corps, dont il faut aller chercher l'origine parce que l'inflammation, elle n'est pas là de manière, elle n'est pas tombée du ciel. C'est quelque chose qui déclenche cette inflammation, qui entretient cette inflammation. Mhm, Donc, connaître la cause et puis connaître aussi euh, est-ce qu'on a les moyens pour se défendre contre cette inflammation? Est-ce qu'on a les moyens d'arrêter cette inflammation? Donc, ça passe aussi par l'alimentation parce qu'on sait, on a parlé des acides gras essentiels, donc les fameux oméga 3, on sait qu'ils sont anti-inflammatoires. On mhm, sait qu'il y a des polyphénols comme la curcumine qui peut être aussi anti-inflammatoire. Voilà. Donc, est-ce qu'on a les éléments qui nous permettent de lutter contre cette inflammation? Est-ce qu'on a les éléments qui peuvent nous permettre de dire stop, on arrête la réaction inflammatoire? Parce que ça aussi, on peut le voir chez certaines personnes, notamment chez, par exemple, les pathologies auto-immunes où les gens n'ont pas ces éléments qui disent non, là, on arrête l'inflammation, là, on arrête d'attaquer nos cellules. Ceux-là, ils font partie de notre camp, il ne faut pas les attaquer. Voilà. Et ça, c'est important aussi de savoir. Euh, et donc, je reviens à la question, pardon. Les signes cliniques d'une inflammation concernant la première signe clinique, c'est la fatigue chronique. C'est les gens qui disent je suis toujours fatigué, je me lève le matin, je suis fatigué. J'ai dormi 10 heures, je me lève, je suis fatigué. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire que leur corps, il est en combat permanent. Il est en train de se battre. C'est une forêt qui brûle, donc ça ne s'arrête pas à 22 heures. Elle brûle le matin, midi et soir. Et donc, leur corps est en combat permanent et ils sont fatigués permanent. Donc, c'est fatigue chronique mhm. inexpliquée. Si c'est des gens qui font des travaux à la maison, voilà. Mais il y a des gens qui ont des fatigues chroniques qui sont inexpliquées, qui disent je dors 10 heures et je n'arrive pas à me reposer. D'accord, Donc ça, je dirais, pour moi, c'est le signe clinique qui va me faire penser à cette inflammation de la crâne. d'accord, merci. Est-ce que tu peux nous parler de ce microbiote un petit peu plus? Oui, Bien je sûr, sais, c'est un grand beaucoup plus, sujet, même si tu vraiment. veux. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que le microbiote? Oui. Le microbiote, c'est l'ensemble des, euh, des micro-organismes qui vivent à la surface de nos muqueuses. D'accord. Donc, on a le plus connu parce que là où il y a le plus de bactéries, c'est le microbiote intestinal, donc de la muqueuse intestinale. Mais il faut savoir qu'on a aussi un microbiote au niveau buccal, on a un microbiote au niveau pulmonaire, un microbiote de la peau, un microbiote au niveau utérin chez les femmes. Voilà, on a plusieurs microbiotes. Mais celui qui contient le plus de micro-organismes vivants, c'est le microbiote intestinal et celui qu'on étudie le plus en ce moment. Donc, ces micro-organismes sont composés de levures, de bactéries, de virus, de parasites, et tout ça, ça crée un environnement. Le plus facile à étudier et ce qui contient le plus, c'est les bactéries intestinales, donc c'est le monde bactérien, on va dire, et c'est ce que nous appelons microbiote intestinal. Donc, ce sont l'ensemble des bactéries intestinales qui colonisent notre tube digestif, qui part de la bouche jusqu'à l'anus. Euh, la majorité de ces bactéries, la grande majorité de ces bactéries se retrouvent au niveau du côlon. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du côlon au niveau intestinal. Donc, et ces bactéries, elles vont
En fait, on a créé un contrat, on a signé un contrat avec ces bactéries depuis qu'on est sur Terre. Nous, on leur a dit, eh ben, on vous offre le gîte et le couvert, donc vous avez le droit de rester chez nous, on vous donnera à manger, mais en échange de ça, ben, vous allez nous fabriquer des éléments qui vont nous permettre de rester en bonne santé, de lutter contre les différents stress qui peuvent arriver. Alors, ça peut être des stress alimentaires, des bactéries, mais ça peut être aussi des stress psychologiques, on y reviendra, hein. Mais voilà, donc on vous héberge, on vous nourrit, mais en échange, vous nous créez les médicaments, les éléments santé qui vont nous maintenir en bonne santé. Et à partir du moment où on prend plus soin de notre microbiote intestinal, par différents moyens, qui est le premier, c'est l'alimentation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'apporte plus à ces bonnes bactéries les aliments qui les nourrissent, ces bactéries vont mourir et elles vont laisser la place à d'autres bactéries qui sont plutôt pathogènes. Et là, qui vont faire le lit de pathologies, donc à la fois intestinales, mais aussi ce qu'on appelle à distance, c'est-à-dire au niveau des articulations, au niveau des poumons, au niveau des organes gynécologiques. Euh, ces bactéries-là vont, à 80%, vont éduquer notre système immunitaire. Donc, si on n'a pas les bonnes bactéries, on aura un système immunitaire qui sera mal éduqué. Donc, on aura une réponse immunitaire qui sera mauvaise par rapport à nos attaques. Et enfin, on a une communication entre ces bactéries-là et notre cerveau. Les bactéries dialoguent avec notre cerveau. Si bien qu'il y a certains scientifiques qui émettent l'hypothèse que c'est elles qui décident de ce qu'on mange, à peu près, en gros. C'est-à-dire que celles qui sont présentes dans l'intestin, elles disent bah, il faut manger plutôt ça, ça ou ça. Euh, Parce que c'est ça dont moi j'ai besoin, grosso modo. voilà, parce que ouais, exactement, pour vivre, c'est que je veux. Euh, et cette communication-là, ce qui est intéressant, c'est que cette communication-là, elle est bidirectionnelle. C'est-à-dire que la santé intestinale va avoir un impact sur la santé cérébrale, sur la santé du cerveau, mais la santé du cerveau va aussi avoir un impact sur la santé intestinale. Une D'ailleurs, codépendance. voilà. D'ailleurs, il y a une expression qui dit j'ai la boule au ventre. C'est-à-dire que quand on est un peu stressé, on dit j'ai la boule au ventre. Donc, ça fait très longtemps qu'on le dit, hein, mais donc ça crée ce lien entre le cerveau et l'intestin. Et on sait que le stress va avoir tendance à appauvrir notre diversité bactérienne, par exemple. Les gens stressés vont avoir tendance à avoir un microbiote intestinal qui va être beaucoup moins diversifié. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, dans ma pratique quotidienne, j'hésite pas à envoyer les gens euh, travailler avec des gens qui travaillent sur la santé mentale pour travailler sur les deux versants de cette santé, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les deux versants sont complètement liés et Complètement. c'est une complémentarité Ah entre oui, la nutrition, la santé mentale et ce microbiote qui en fait est influencé et influence les deux, si je bien comprends bien. sûr, tout à fait. Et donc, ce microbiote, en fait, il va communiquer avec le cerveau de différentes manières. Euh, la première manière, c'est que ces bactéries qui sont là au niveau de nos intestins vont pouvoir stimuler le nerf vague. Donc, on a tous entendu parler des malaises vagaux. Les Mhm. malaises vagaux, c'est quoi? C'est le nerf vague qui est stimulé à un endroit de là où il passe, on va dire, Oui, je- et qui va, et qui va envoyer un message au cerveau en disant, attention, là, il y a une urgence, là, il y a quelque chose qui ne va pas, mets-toi en off et tu tombes dans les pommes, en gros. En gros, c'est ça. Mais ces bactéries intestinales, elles vont être capables de stimuler ce nerf vague et donc d'envoyer des informations assez rapides, parce que tout ce qui est information nerveuse, c'est assez rapide, envoyer des informations au cerveau et le cerveau va intégrer toutes ces informations et après réagir en fonction des informations qu'il obtient. Ça c'est le premier, on va dire, la première voie de communication du microbiote avec notre cerveau. Mais on l'a vu aussi, les bactéries du microbiote intestinal sont capables de fabriquer elles-mêmes des neurotransmetteurs qui vont aller agir au niveau du cerveau. On a par exemple une bactérie qui s'appelle Bifidobacteria adolescentis qui va créer par exemple du GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur inhibiteur, donc qui va avoir tendance à calmer un petit peu au niveau cérébral. On retrouve par exemple chez les enfants hyperactifs, on ne retrouvera pas cette bactérie-là, par exemple, parce qu'ils n'auront pas ce côté
inhibition cérébrale et donc ils auront on va dire, ils auront le pied un petit peu trop appuyé sur l'accélérateur, quoi. Donc, est-ce que ça veut dire que les enfants qui vivent avec le TDAH, par exemple, donc une hyperactivité, est-ce que on peut avancer l'idée, et je pense que tu as certainement la réponse, que un certain régime alimentaire pourrait les aider ou au contraire favoriser potentiellement cette tendance à l'hyperactivité? Ah, c'est sûr et certain, ouais, c'est sûr et certain. On sait très bien quels sont les types d'éléments qui vont favoriser donc l'appauvrissement du microbiote et donc entraîner cette suractivité cérébrale, ça, c'est sûr. D'accord, d'accord. Euh, juste une dernière petite question, et puis après on va finir cet entretien. Quand quelqu'un vient te voir, si j'ai compris, tu proposes un certain nombre d'analyses de sang ou de sel, c'est ça, Mhm. pour pouvoir Tout à avoir fait, ce profil individuel et savoir tout à avoir une fait. espèce de, euh, je sais pas comment tu appelles ça, de map, de carte, Mhm. savoir ce Ouais. dont on parle et de quoi on part, c'est ça? Tout à fait. Mm. Et surtout mettre en relation. Ça permet de mettre en relation différents éléments et me dire, ah ben là, j'ai ça, là, j'ai ça, là, j'ai ça. Donc, on est probablement sur ça et il va falloir mettre en place ça. D'accord. Euh, et ça me permet aussi de savoir si je suis dans le vrai ou pas. C'est-à-dire que si je donne un traitement et que je contrôle après, il faut que mes valeurs biologiques, elles soient rentrées dans les normes et que des choses se passent. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais au moins, je contrôle. Au moins, je sais ce que je fais et Et je donc, peux on après peut ajuster, réajuster je peux après. ajuster le traitement. Oui, oui, oui. Et voilà, en ce qui concerne vraiment le traitement du microbiote intestinal, ce qui est important, c'est qu'on a chacun un microbiote qui est différent. Donc, on peut pas donner comme je vois souvent, des traitements génériques à tout le monde. On a chacun notre microbiote et donc il faut savoir d'où on part pour savoir ce qu'on donne et pour pouvoir traiter ensuite. Et Oui. le premier modulateur du microbiote, c'est l'alimentation. Pour, euh, pour, euh, pour faire la synthèse et pour conclure, c'est-à-dire que la première chose qui va moduler notre microbiote, c'est l'alimentation. Quand on a un microbiote vraiment qui est très appauvri, très malade, très inflammé, très infectieux, là, on va donner des compléments qui vont nous aider, mais ça passera forcément par un côté alimentaire. D'accord. Donc, est-ce que l'on peut conclure en disant que effectivement, lorsqu'on présente des symptômes comme, alors je répète toujours les trois mêmes que j'ai en tête, mais dis-moi Mhm, s'il y en a d'autres, c'est-à-dire une fatigue, enfin les trois, les quatre du coup, une fatigue chronique, des problèmes de sommeil, des problèmes d'anxiété ou des problèmes de tristesse, voire de dépression, mhm, sans qu'il y ait un contexte ou une histoire qui nous permette de comprendre un petit peu ce qui se passe, il est tout à fait à ce moment-là cohérent d'aller consulter au niveau alimentaire, de qu'est-ce que je mets dans mon assiette qui peut mhm. provoquer ou continuer ou voilà, influencer ces états-là. C'est bien Tout ça? à fait. Oui, oui, qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Comment c'est digéré? Comment c'est assimilé? Et comment c'est transformé aussi? Parce que ben, le mauvais côté du microbiote, c'est qu'il est capable aussi de fabriquer un véritable poison pour le cerveau. C'est notamment le lipurate, les valérates, c'est des espèces de gaz toxiques qui sont capables de monter au cerveau et qui sont capables de créer ces états d'anxiété, dépression, comme tu le dis, sans vraiment facteur déclenchant. D'accord, d'accord. Bah, écoute, je te remercie énormément, Sébastien, pour cet Grand plaisir. échange. C'était Merci à vraiment toi. très intéressant. Ce que je voudrais dire aussi avant de finir et de conclure donc cette vidéo, c'est que je vais marquer tes coordonnées professionnelles. Mhm. Avec Si plaisir. vous avez, voilà, si vous avez d'autres questions ou si vous voulez contacter bah, Sébastien pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous, voyez en bas de cette vidéo, il y aura toutes ses coordonnées, donc ce sera simple pour pouvoir le contacter. Ce sera avec Merci grand à plaisir. toi. Merci Merci, encore. Pia. Alors attends, je À cherche bientôt. le comment. Voilà.